Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire l'article HARP, le contrôle du climat par Michael Golan, extrait du magazine Top Secret numéro 7, donc article qui date de 2003. Note de l'éditeur, nous ne pouvons pas certifier la validité des affirmations suivantes et nous ne les approuvons pas forcément. Cependant, s'il existe ne serait-ce qu'une seule chance sur 1 million pour que cette projection se vérifie, alors nous ne nous sentons pas en droit de la passer sous silence. Incontestablement, les catastrophes naturelles liées aux caprices du temps se sont manifestées à toutes les époques. Mais ce qui est moins naturel que par le passé, c'est l'insolite violence de ces phénomènes dits naturels, souvent en totale inadéquation avec le contexte saisonnier. Ces dérèglements climatiques sont généralement mis sur le compte de l'effet de serre. Mais y a-t-il véritablement un lien entre le changement climatique mondial et le très médiatique effet de serre, fonds de commerce des écologistes? Car alors, pourquoi l'Europe, et principalement la France, dont la superficie représente 1 millième de la surface du globe, serait-elle tout particulièrement affectée? Sur le plan géopolitique, la communauté européenne indispose des États-Unis, car elle s'organise et devient un pôle économique concurrentiel indépendant, ce que ne veut absolument pas l'Amérique. Composée des pays les plus riches de la planète, l'Europe doit rester, selon l'optique américaine, un client solvable en position de demandeur vis-à-vis des USA. La survie économique de l'Amérique dépend de cette hiérarchie de rapports bien établie de part et d'autre de l'Atlantique. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que le XXe siècle a été le théâtre incessant de guerres dans une Europe déchirée, incapable d'atteindre l'unité. Or, alors que le risque de guerre sur le territoire européen s'éloigne enfin après un siècle de conflits barbares, une nouvelle menace survient d'ordre climatique. L'Europe subit-elle une guerre météorologique? Le syndrome SOS Météore. D'étranges perturbations météorologiques se font tangiblement sentir depuis quelques années sur le vieux continent, causant de grands dommages à son agriculture et à son potentiel économique en général. À ce sujet, au Parlement européen, des voix commencent à s'élever pour désigner nommément les USA comme étant les responsables du dérèglement climatique, conséquence de tant de désastres en tout genre. L'Europe des 15 s'inquiète de la politique intransigeante des USA en matière de prévention des pollutions industrielles. Margot Wallström, commissaire européen chargé de l'environnement, affirme: les États-Unis sont les principaux coupables du changement climatique. La décision de la Maison-Blanche de ne pas ratifier le protocole de Kyoto, comme d'ailleurs la plupart des nations industrialisées, a relancé la polémique européenne à propos des États-Unis, présentés comme le premier pollueur de la planète. Le 20 novembre dernier, le président français Jacques Chirac déclarait lors du sommet climatique de La Haye: si l'on ne fait rien, nous pourrions être accusés de non-assistance à planète en danger. Belle formule de rhétorique à laquelle George Bush, son homologue américain, a répliqué moins prosaïquement par: nous allons travailler pour réduire les gaz à effet de serre, mais nous n'acceptons aucune mesure qui nuise à notre économie. Langage diplomatique pouvant se traduire par: nous restons maîtres chez nous et n'avons de conseils à recevoir de personne. Et si toute cette hystérie à propos de l'effet de serre n'était qu'une gigantesque opération d'intoxication de l'opinion internationale, un rideau de fumée médiatique? En réalité, les événements relatifs à ces phénomènes climatiques sont traités de manière factuelle. Aucun reportage d'investigation destiné à comprendre les causes réelles de tous ces désastres n'a jamais été vu sur aucune chaîne de télévision. Les différentes mesures pour pallier aux problèmes ressemblent à de la poudre aux yeux. C'est du grand art en matière de manipulation des foules, et les raisons évoquées à ce dérèglement planétaire s'apparentent à la bonne vieille technique de l'arbre qui cache la forêt. Cependant, les populations victimes des intempéries commencent à se réveiller et à demander des comptes à leurs dirigeants. En France, quelque peu gêné par le chorus des sinistrés de la Somme, le gouvernement a ordonné la création d'une commission d'enquête, autre procédé bien connu, avec la cellule de crise. Il n'y a plus de saison. Chaque année, le continent européen, qui n'a pourtant rien d'un climat tropical propice aux cyclones et à la mousson, est le théâtre de manifestations étranges. Les régions d'Europe les plus touchées sont la Grande-Bretagne et le Portugal, précipitations considérables, l'Espagne, sécheresse endémique, la France, un mois de pluie ininterrompu, la Russie, inondations spectaculaires, ayant nécessité le déplacement de 20 000 personnes et températures caniculaires à Moscou en 2001. Toute cette violence des caprices du temps suggère cette réflexion: sommes-nous en plein syndrome SOS Météore, référence faite à l'adresse d'Edgar Pierre Jacob, véritable Jules Verne de la bande dessinée? Ce visionnaire exploitait tous les thèmes, y compris celui d'une guerre météorologique contre la France, guerre météorologique menée par une grande puissance maîtrisant une terrifiante technologie d'émission et destinée à manipuler le climat, et cela grâce aux travaux d'un savant fou, le professeur Milok.
Au cinéma, comme dans la bande dessinée, la science-fiction fait très souvent irruption dans notre quotidien, en l'occurrence par une météorologie chroniquement insolite que les médias tentent de camoufler par des bulletins météo rassurants. À ces subterfuges médiatiques répond la préoccupation de plusieurs députés du Parlement européen. Ces sommités impartiales ont suffisamment pris conscience de la réalité de ces phénomènes climatiques bizarres pour aller jusqu'à soupçonner l'armée américaine de se livrer à des expériences sur la haute atmosphère, notamment au moyen de puissants émetteurs de radio dont les ondes ultra courtes modifieraient la texture. De tels phénomènes seraient le résultat d'un projet scientifique dénommé HARP, acronyme de Height Atmosphere Overall Research Project, ce qui, dans la version officielle du programme, signifie recherche dans le domaine des hautes fréquences appliquées aux aurores boréales. Un expert en énergie, Gratan Healy, conseiller auprès des parlementaires, rassemble pour l'instant les pièces accusatoires pour instruire l'enquête sur cet obscur projet scientifique. Le rapport du GRIP de Luc Manpei est remarquable à ce propos, car il expose fort exhaustivement les résultats de toutes les recherches et enquêtes concernant le programme HARP. Ce programme d'investigation visant à mettre en cause une grande puissance est orchestré par Magda Oelvoet, une eurodéputée belge, présidente du groupe des Verts. Elle œuvre afin que le Parlement européen fasse pression via l'OTAN sur les États-Unis et qu'il réponde enfin à toutes les questions relatives au projet HARP. Par ailleurs, d'autres scientifiques, chercheurs, journalistes et militants écologiques jouent au détective avec l'armée américaine dans l'espoir de découvrir le véritable aspect du projet HARP, présenté comme un inoffensif programme de recherche par l'US Air Force et la Navy. Aux États-Unis, le projet HARP ne fait pas l'unanimité. Des citoyens américains s'insurgent contre l'utilisation d'un tel procédé scientifique, entre guillemets. C'est le cas du docteur Rosalie Bertell, personnalité scientifique de haut niveau. Sous l'administration Reagan, elle avait été désignée pour étudier les effets du projet d'armement Star Wars. Elle est actuellement consultante pour le Parlement européen qui enquête sur la véritable nature du projet HARP. En 1995, un livre dénonçant le projet HARP, publié aux USA à plus de 25 000 exemplaires, a fait sensation. Il s'agit de l'ouvrage Angels Don't Play This Harp, co-rédigé par deux auteurs, le docteur Nick Begich, écologique, et Jeanne Manning, spécialiste des énergies dites non conventionnelles. Ce livre n'est malheureusement pas traduit en France où le problème HARP est inconnu du grand public. Alors, 17 ans après, en 2020, cet ouvrage a été traduit. Il s'agit, il me semble, de l'ouvrage « Je ne joue pas de cette harpe ». Aux États-Unis, l'existence du HARP a été révélée au public par de nombreux articles dans les journaux ainsi que par des émissions de télévision. Depuis, une longue cohorte d'opposants manifeste leur désapprobation face au projet. Parmi ces opposants, 2 scientifiques ont apporté leurs précieuses connaissances à la rédaction des ouvrages consacrés au HARP. Il s'agit du chimiste Richard William et du professeur Zielinski, physicien allemand, spécialiste de l'électronique quantique. Or, on sait aujourd'hui que toute l'efficacité du dispositif HARP réside dans l'utilisation de cette électronique d'avant-garde. Selon ces spécialistes, les énormes puissances d'émission en provenance de la station de Gakona pourraient influencer la météorologie de n'importe quel pays et y provoquer des effets bénéfiques ou catastrophiques. Complément terrestre du projet Star Wars, Guerre des Étoiles, que le nouveau président Bush a remis à l'ordre du jour, le projet HARP serait en réalité, de par la nature spéciale de son signal d'émission, l'arme ultime des États-Unis. Analyse du système d'émission HARP. La grande aventure de HARP débute avec le savant croate Nikola Tesla. Lorsque ce fondateur de l'électricité moderne fait au début du XXe siècle une découverte géniale. Dans la ionosphère de notre planète réside une énorme quantité d'énergie électrique. L'atmosphère se comportant comme un diélectrique isolant, Tesla en a déduit que l'ensemble ionosphère, air, terre constituait un gigantesque condensateur électrostatique naturel. Le principe basique du HARP réside tout simplement là, capter cette énergie ionique pour la redistribuer d'une certaine manière. En modifiant la densité du diélectrique naturel de l'atmosphère terrestre, cela provoque une décharge électrique contrôlée. Cette opération rabat les charges électriques ionisées positives vers le sol négatif de la Terre qui les attire. De nos jours, c'est ce que font discrètement les opérateurs américains du HARP, transporter de grandes quantités d'électricité au moyen du véhicule des ondes radioélectriques. Ce processus est réalisé en pointant un faisceau d'émissions radiodirectives de forte puissance vers le bouclier ionosphérique. Celui-ci se met alors à résonner, tel un simple circuit accordé self et condensateur. Les atomes ionisés de la haute atmosphère se mettent à osciller puis s'emballent sur leur fréquence de résonance. C'est alors que le site ionosphérique visé se transforme en plasma et devient réfléchissant tel un miroir. L'onde HARP est ainsi renvoyée vers le sol, affectée de nouvelles propriétés.
Les dipôles d'émission du champ d'antenne de Gakona sont assemblés en forme de croix. Ce procédé polariserait le signal d'émission HF de telle sorte qu'il se propagerait en spirale. C'est ce mouvement d'onde tournante qui arracherait les ions prisonniers de l'ionosphère. Les charges électriques récoltées seraient alors transportées dans l'espace au moyen de l'électrojet à haute densité de plasma. Ces vagues d'ondes électromagnétiques, animées d'une grande vélocité, présentent une trajectoire perpendiculaire aux lignes de champ magnétique de la Terre en se déplaçant d'un pôle à l'autre. Au cours de leur voyage dans la tropopause, elles provoqueraient crescendo une cascade d'effets climatiques. Toutes ces explications vulgarisées à propos du HAARP sont nécessaires pour comprendre comment les vagues d'électrojets chargées d'énergie auraient la faculté d'agir sur les anticyclones. Ces masses d'air froid chassent des pôles qui agissent sur le climat des régions tempérées. La guerre des ondes. Derrière ce projet HAARP se cacherait donc une arme terrifiante, car selon la bande de fréquence utilisée, très haute ou très basse, le système aurait la possibilité de provoquer à distance des effets particuliers sur l'environnement, tels que scanner les entrailles de la Terre, interrompre toute forme de communication hertzienne, guerre du Golfe en 1991, influencer les comportements humains, guerre du Golfe et Afghanistan, modifier le climat, désintégrer tout engin volant dans l'atmosphère, Star Wars, provoquer des tremblements de terre, des orages dévastateurs, des explosions puissantes en altitude, guerre du Golfe. À l'origine de ce projet HAARP se trouve le père fondateur du système Bernard Eastlund, physicien au Massachusetts Institute of Technology. Les recherches de Bernard Eastlund se sont inspirées des travaux de Nikola Tesla, savant croate du début du siècle à qui l'on doit les découvertes sur l'énergie ionosphérique. Auteur de nombreuses découvertes scientifiques comme le courant alternatif, prix Nobel de la science, Tesla avait entre autres mis au point un procédé permettant de transporter d'importantes quantités d'énergie électrique sans câble sur de grandes distances en se servant de l'ionosphère comme support. Tesla n'imaginait pas à son époque à quoi allait un jour servir son invention. Quelques décennies plus tard, en améliorant le dispositif grâce à l'apport de l'électronique, Eastlund réussit à s'attribuer la paternité du projet. Le projet HAARP était né. Le brevet américain portant le numéro 4686605 lui a été remis le 11 août 1987. Entre 1986 et 1994, Bernard Eastlund déposa 12 brevets, lesquels constituent la structure du projet HAARP et de ses technologies dérivées en matière d'armement. Eastlund réussit à faire financer la réalisation de ses inventions par la compagnie Arco, immédiatement séduite par les débouchés possibles auprès des militaires. Depuis ces jours, toute la recherche dans le domaine de l'énergie électromagnétique à des fins médicales est bloquée. C'est donc un vaste domaine hautement prometteur de la science qui s'est vu monopolisé par des intérêts liés à l'armée américaine. Aujourd'hui, notons que le propriétaire et exploitant de ces brevets n'est plus Eastlund, exclu pour d'obscures raisons, mais bien la société Apti Arco, consortium pétrolier derrière lequel se profilent l'US Navy et l'US Air Force. Comment fonctionne le HAARP ? Classé secret défense, le principe détaillé de HAARP n'est pas accessible. Cependant, sur divers sites américains, des éléments d'information sont consultables. Par analogie, le HAARP est comparable à ces poupées gigognes dont l'enveloppe extérieure dissimule les autres. Ce qu'il en est officiellement connu se résumerait à bombarder l'atmosphère au moyen d'un faisceau de micro-ondes radioélectriques modulées. Ce, dans le but de procéder à des mesures scientifiques sur le mouvement des particules du vent solaire dans la magnétosphère de la Terre. Les militaires ont une autre version. Ils prétendent en effet que la puissance de l'émission est telle que cela provoque l'ionisation des hautes couches de l'atmosphère qui se transforment en miroirs réflecteurs. Cela leur permet de relayer l'émission incidente bien au-delà de la courbure de la Terre. Les militaires du Pentagone affirment que ce dispositif leur sert à communiquer avec des unités de la marine ou de l'aviation en mission lointaine. Ce que les militaires ne disent pas, par la mise en place de plusieurs nuages miroirs, il est tout à fait possible de reculer encore plus loin la portée des émissions au moyen d'avions militaires de type KC-135 qui larguent sur les nuages des substances chimiques. Ce procédé nommé cloud seeding permet de modifier la texture de la vapeur d'eau qui, si elle devient réfléchissante, s'accompagne de fortes précipitations. L'écran réflecteur ainsi créé va relayer les ondes de la station de Gakona qui vont arroser la zone déterminée d'une région. Un autre procédé consiste à réaliser un écran réflecteur par le largage de microfibres d'aluminium que les puissantes émissions du HAARP maintiendront en altitude. Alors, petite parenthèse, ces microfibres d'aluminium, est-ce qu'il s'agirait des chemtrails actuels qui sont largués par des avions? Naturellement, les effets produits sur l'environnement seront relatifs aux fréquences utilisées. Le choix des fréquences étant vaste, les effets peuvent être multiples. En principe, le procédé doit s'en tenir à des besoins en matière de communication.
Cependant, vu le passif de l'US Air Force et de la CIA en matière d'expérimentation, malgré toutes les versions officielles des uns et des autres, il se profile au-delà de tous ces discours un autre domaine d'application du HARP plutôt inquiétant, celui de l'arme psychotronique. Il est possible d'affecter le comportement émotionnel d'un individu ou d'une foule en utilisant certaines ondes. Dès 1952, le docteur José Delgado, professeur à l'université de Yale, entre parenthèses, Yale, c'est là où il y a le siège de la secte Skull and Bones, avait découvert que l'on pouvait affecter le comportement émotionnel d'un individu en le soumettant à certaines fréquences et types d'ondes. Les scientifiques comme Delgado et le docteur Robert Baker ont réussi à démontrer que deux ondes couplées, dont l'une est modulée en fréquence, génèrent des effets où la plupart des fonctions cérébrales profondes de l'être humain peuvent être manipulées à distance avec des résultats très tangibles. Certaines très basses fréquences aux alentours de 7 Hz peuvent en effet provoquer l'apparition dans le cerveau de substances neurochimiques qui génèrent un vaste arsenal de réponses émotionnelles ou intellectuelles. Tel est le discret programme de l'élite militaire US consistant à utiliser une nouvelle génération d'armes psychotroniques dénommée Millimeter Wave, procédé consistant à transmettre à distance un intense champ électromagnétique modulé de façon particulière à l'aide du système HARP. Le but est de neutraliser des troupes adverses ou de manipuler des populations à leur insu. On notera à ce propos l'étonnement de nombreux commentateurs qui se sont interrogés sur la résistance acharnée d'une petite ville comme Qasr, qui a tenu 15 jours face aux forces de la coalition, tandis que les défenses de Bagdad s'effondraient au bout de quelques heures. Autre exemple, en arrivant en Afghanistan, les volontaires étrangers étaient bien décidés au sacrifice ultime pour défendre le régime taliban. Or, la majorité de ces hommes se sont finalement rendus sans combattre. L'étrange révolte des prisonniers étrangers de la forteresse de Kalei-Janggi, qui pourrait aller à l'encontre de cette thèse, pose au contraire bien des interrogations aux observateurs. En effet, comment expliquer le farouche élan suicidaire de ces centaines d'hommes qui s'étaient pourtant rendus la veille à Kunduz ? On sait grâce aux travaux de Blackman et de Ross Adey que des ondes pulsées provoquent des variations de la tension artérielle et modifient les flux d'ions de calcium, potassium et sodium. Ces flux, en traversant la membrane cellulaire, génèrent des signaux microélectriques qui se propagent dans le système nerveux et informent le cerveau de ce qui se passe autour de nous. Ainsi informé, le cerveau déclenchera à son tour une action sur un muscle, une décision, une émotion, une maladie. De plus, ces ondes pulsées modifient le pH sanguin et affaiblissent le système immunitaire humain. Alors, petite parenthèse, c'est un scandale, je vous ai fait une vidéo où je parlais notamment du CPL et des ondes pulsées du compteur Linky. Donc je vous invite à aller la voir. Donc vous imaginez là, en 2003 déjà, on disait que ça affaiblissait le système immunitaire humain. Et aujourd'hui, une compagnie comme Enedis nous impose ces putains de compteurs. Ok ? Depuis 1964, les militaires s'intéressent de près à l'utilisation de ces ondes. C'est à cette époque que les scientifiques Ross Adey et Bawin ont découvert qu'une fréquence de 450 MHz modulée à 16 Hz en fréquence de récurrence, nombre de fois par seconde, altérait la chimie du cerveau chez les poulets et les chats. Appliqué à l'ensemble des mammifères, il était évident pour l'armée que l'utilisation de ces ondes pouvait être une arme terriblement efficace. Les armes neurotroniques. Les armes neurotroniques se classent en 3 catégories. Armes létales, mortelles, à rayonnement électromagnétique, armes non létales de neutralisation temporaire, utilisables lors de manifestations violentes, armes d'autosuggestion mentale ou de manipulation du comportement. Les stratèges du Pentagone sont résolument favorables à l'utilisation de tels procédés. Pour preuve, on peut lire dans une revue à circulation interne, The Revolution in Military Affairs, Strategy Studies Institute, US Army War College, laquelle n'est pas censée tomber dans le domaine public, je cite, « Nos valeurs changent et la technologie s'ouvre sur de nouveaux horizons. Il y a peu, pendant la guerre froide, les opérations psychologiques et l'armement psychologique étaient encore primitifs. Alors que nous entrons de plein pied dans l'ère de l'électronique et de la bioélectronique, il devient nécessaire de réévaluer les barrières morales et éthiques que nous avons posées en interdisant toute technologie pouvant manipuler l'esprit de nos ennemis, tant à l'intérieur du pays qu'à un niveau international. Dès que cela sera possible, nous encouragerons des entreprises privées ou semi-privées à développer une technologie appropriée. Nous pouvons agir de même avec les nouveaux types d'armements comme les armes biologiques incapacitantes et les armes psychotechnologiques avancées. La réalité dépasse parfois les meilleurs films de science-fiction. Depuis leurs bases implantées en divers lieux de la planète, Russes et Américains utilisent conjointement la technologie du HARP. Ces deux grandes puissances, antagonistes en apparence, se sont toujours échangées le résultat de leurs recherches scientifiques sensibles.
Alors, petite parenthèse qui va vous intéresser. Hier soir, donc, dans le film que je vous avais conseillé de regarder, qui est Raison d'État, euh, avec Matt Damon, qui fait donc partie des Skull and Bones et qui fait partie des membres qui ont créé l'OSS et la CIA, eh bien, je crois que c'est à la fin du film, on arrive finalement à une sorte de compromis entre un espion russe et le directeur de la CIA américain. Et chose très symbolique, c'est-à-dire qu'on a bien là un pôle Union soviétique contre CIA et États-Unis. Et Matt Damon, donc, qui représente la CIA, donne un billet de 1 $ aux Russes. Et on voit nettement sur le plan la pyramide Illuminati, entre guillemets, sur le billet de 1 $. Ce qui, pour moi, signifie en langage caché Union soviétique et Occident, États-Unis, enfin, sont deux faces d'une même pièce. Ces deux puissances servent les mêmes Illuminati. Vous voyez ce que je veux dire? Les mêmes dirigeants. Toutefois, seuls les USA donnent des informations sur l'aspect du programme HARP, dont le site le plus connu est celui de Gakona, situé en Alaska. Vaste installation qui s'étend sur plusieurs hectares, le choix du site de Gakona répond à plusieurs critères. Surface d'implantation disponible non restreinte, espace éloigné des zones habitées à forte densité démographique, zone d'implantation relativement plane, impact environnemental minime, coût de construction et de maintenance diminué. Descriptif des installations de Gakona. Selon le site officiel militaire, l'installation comporte 48 antennes dipôles d'une vingtaine de mètres de hauteur, reliées chacune à un émetteur de puissance. Elles sont alignées sur une zone plane et rectangulaire. L'installation devrait atteindre la puissance de 3,6 TW selon un programme établi en 3 phases. Certains analystes prétendent que le HARP n'a rien de secret puisque tous les renseignements le concernant circulent sur le web. Toutes les histoires de science-fiction qui circulent à propos des émissions HARP ne seraient donc que balivernes. Cependant, c'est un point de vue que ne partage pas le GRIP de Bruxelles. Les défenseurs du HARP avancent que le site de Gakona, situé près du cercle polaire, ne peut pas provoquer les dommages qu'on lui impute partout sur la planète. Ils avancent même, à juste raison, que le site d'émission n'a vraiment rien d'une base militaire, car l'on y constate une totale absence de dispositifs de sécurité, absence de clôture, de garde armée, de chiens. De fait, n'importe qui peut pénétrer dans la zone des antennes. En somme, rien qui ne ressemble à un complexe militaire secret comme la célèbre zone 51 dans l'état du Nevada. Au premier abord, tout cela paraît bien transparent. Et si tout cela n'était qu'un leurre, une façade scientifique publique destinée à dissimuler le véritable aspect du HARP, la base de Gakona a été le lieu de naissance du HARP. Là, son dispositif a été mis au point. De nos jours, elle est devenue une vitrine, une démonstration technologique, et depuis, les différents sites d'émission sont répartis sur les territoires russes et américains. Par ailleurs, le système d'émission HARP peut être également transporté sur un camion ou embarqué sur un gros avion militaire. Alors, propriété des armes neurotroniques. Les armes neutroniques ont des ondes aux effets polyvalents. Elles pourraient neutraliser les missiles balistiques, programme SDI, ainsi que les systèmes électroniques et informatiques. Certaines de ces armes de l'ombre auraient, selon les recherches et expérimentations du docteur Allen Frey, la capacité de provoquer des ruptures d'anévrisme ou des arrêts cardiaques. Cela avec de très grandes puissances d'émission aux fréquences extrêmement basses. Le docteur Rosalie Bertell affirme que les USA expérimentent à l'insu de tous et au mépris des conventions internationales les effets de ces ondes depuis plus de 40 ans. Ainsi, de nombreux projets se sont succédés: Argus 1958, Starfish 1962, Solar Power Satellite 1968 à 1978, Shuttle Experiment 1985, Mighty Hawks 1986, Desert Storm 1991 qui a été utilisé, il me semble, pendant la guerre du Golfe. Subtile stratégie ou absence totale de secret? L'opération Porte ouverte de Gakona ne prouve rien, car elle ne dévoile pas l'utilisation de la physique quantique. Celle-ci modifie de manière conséquente les propriétés du signal d'émission HARP. Le principe quantique bouleverse totalement les lois de la physique traditionnelle, laquelle limite notre perception des dimensions spatiales et temporelles. De nos jours, il est communément admis que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Pour échapper à cette limite, il faudrait pouvoir accélérer un corps à une vitesse supérieure, ce qui est actuellement impossible avec les lois de la physique traditionnelle. En théorie, il est communément admis que si un corps était soumis à une vitesse supérieure à celle de la lumière, il quitterait impérativement notre continuum espace-temps. Il est donc impossible d'accélérer un corps comme cela. Mais si, sans déplacer physiquement ce corps, on le soumet à des micro-ondes radioélectriques de forte puissance, celles-ci vont agiter ces molécules à de très grandes vitesses, comme dans un four à micro-ondes domestique.
Ces très courtes longueurs d'onde et ce haut niveau de puissance haute fréquence permettrait alors de faire tourner les champs de tachyons, de quanta ou de particules électromagnétiques autour de ce corps, à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui produirait le même effet que si l'on dépassait cette vitesse. Cette technologie d'avant-garde est déjà utilisée dans les microcircuits des ordinateurs à grande vitesse de calcul. Là réside le secret de HARP. Histoire du HARP. L'ex-URSS et les États-Unis se sont intéressés à l'atmosphère dès les années 1950. Les scientifiques de ces deux puissances s'étaient rendus compte que de puissantes émissions d'ondes ionisantes pouvaient changer le climat. Au milieu des années 70, des ingénieurs soviétiques ont essayé de manipuler la ionosphère. Peu après que les scientifiques eurent mis en marche leurs gros émetteurs, le jet stream se mit à faire les détours importants. Cela permit à la population de l'Alaska de se prélasser dans un hiver exceptionnellement chaud. Pour la première fois, la neige tomba à Miami et aux Bahamas, pratiquement au niveau de l'équateur. Cette expérience permit à l'URSS d'avoir un hiver exceptionnellement doux. Provoquer un type de temps dans une région ou un pays ne serait possible qu'en diminuant son potentiel dans un autre endroit. En 1973, le Honduras accusa les États-Unis de voler sa pluie et de provoquer une grande sécheresse en détournant artificiellement l'ouragan Fifi pour sauver l'industrie touristique de la Floride. Cet ouragan a causé les plus grands dégâts jamais vus dans l'histoire du Honduras. Le Salvador, subissant le fléau de la sécheresse, a porté des accusations similaires contre les États-Unis. De même, le Japon a prétendu qu'on lui avait volé le peu de pluie nécessaire à toute vie en déclenchant le typhon à Guam. La Rhodésie ainsi qu'Israël furent accusés par les nations voisines de leur voler la pluie. Le journaliste américain Lowell Pont cite dans The Cooling les propos que lui auraient confiés des fonctionnaires de l'armée. D'après ses confidences, les avions américains auraient mis fin à l'aridité de terre située aux Philippines et aux Açores, tout en refusant au gré de leurs intérêts de remédier à la sécheresse de plusieurs pays de la zone du Sahel africain. Pont décrit également le programme soviétique consistant à modifier de manière tangible les conditions atmosphériques au-dessus de leur territoire afin d'augmenter leur production agricole. Selon une rumeur, l'énorme bouleversement météo de 1982-83, causé par El Niño dans l'océan Pacifique, aurait été provoqué par une action soviétique sur l'ionosphère. Curieusement, lorsque El Niño revint en 82-83, ses effets habituels n'étaient plus du tout les mêmes. Les alizés à l'équateur, qui soufflent d'est en ouest dans l'hémisphère sud, furent inexplicablement refoulés. Cela eut pour effet de retenir les courants d'eau chaude qui s'écoulent normalement vers l'Asie. L'eau se mit alors à refluer et à s'accumuler devant la côte ouest de l'Amérique du Sud. Ce revirement aurait provoqué des pluies diluviennes au Pérou, de même que les tornades dans le sud de la Californie et le long de la côte est de l'Amérique du Nord et de l'Alaska. En décembre 1974, Howard Benedict de l'Associated Press à Washington rédigea un rapport sur le thème de la guerre météorologique intitulé « The Weather as a Secret Weapon » Le climat une arme secrète. L'arme de Benedict expliquait pourquoi les porte-paroles américains et russes avaient nié l'existence de telles armes. S'ils avaient dit « Nous possédons de super armes météorologiques », il est facile d'imaginer la réaction des populations. La moindre anomalie du temps leur aurait fait dire « c'est la guerre ». Ne pas affoler les opinions de population est une priorité, et les médias sous contrôle des différents pays s'y emploient. En France, pays où la chape de plomb sur les phénomènes climatiques est totale, seul un auteur, Jean-Marc Filterman, a rédigé un ouvrage sur la guerre climatique, Les armes de l'ombre, aux éditions Carnot. Un journaliste, Jean-Moïse Bredberg, du magazine VSD, a eu le courage d'écrire Les services secrets fantasmes, tempête de décembre 99, phénomène naturel ou attaque terroriste. Ce journaliste a enquêté auprès de divers services spéciaux et militaires américains à ce sujet. Il révèle que dès 1970, Zbigniew Brzezinski, alors directeur de la sécurité nationale du président Carter, publia un livre, Between Two Ages, sur la possibilité de contrôler le climat. Dans cet ouvrage, ce directeur de la NSA a tout simplement dévoilé le programme militaire de la nouvelle guerre secrète, une guerre invisible, totale, destinée à ruiner les différents secteurs de production des pays concurrents des USA. Je cite, « Les techniques de la modification du climat pourraient être utilisées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'orage. Quiet weapon for silent war. Telle serait la très secrète stratégie des États-Unis dévoilée par un haut fonctionnaire du Pentagone. Principe quantique du HARP. En physique quantique, les oscillations moléculaires modifient la gravité des particules et la densité des corps. Qu'il s'agisse de tout le spectre des ondes radioélectriques, du froid, du chaud, des objets, des humains et de leur perception biologique, tout est lié à la vitesse des électrons orbitant autour des noyaux composant les diverses molécules. Si un savant inventait un dispositif permettant
de modifier à son gré la vitesse des particules qui gravitent autour des noyaux atomiques, constituant un objet par exemple, ce dernier pourrait changer de forme, traverser un mur, changer d'époque ou devenir invisible. Théorie aberrante du point de vue de la physique traditionnelle. Les scientifiques avant-gardistes admettent cependant que l'écoulement du temps dépend de la gravité ou de la puissance d'un champ magnétique. Un champ intense peut courber la lumière ou l'absorber, tels les trous noirs de la galaxie. Du coup, l'évaluation d'une distance est faussée, ainsi que le temps nécessaire pour franchir une distance. Cette théorie peut expliquer pourquoi une puissante émission d'un signal radioélectrique codé génère un champ magnétique ou une onde de nature particulière pouvant agir sur l'environnement jusqu'à modifier le climat. Réaction de l'Europe. Depuis octobre 1998, le GRIP à Bruxelles dispose d'un observatoire appelé Forces armées et environnement qui a pour objectif d'étudier l'impact des activités militaires sur l'environnement politique, économique, juridique, scientifique et éthique. Le GRIP considère que le projet HARP, en raison de son impact général sur l'environnement, est un problème d'une portée mondiale et demande que ses implications juridiques, écologiques et éthiques soient examinées par un organisme international indépendant. Cet organisme déplore que le gouvernement des États-Unis ait à maintes reprises refusé d'envoyer un représentant pour apporter un témoignage sur les risques que comporte pour l'environnement et la population le projet HARP et demande que soit établi un accord international visant à interdire à l'échelle mondiale tout développement et déploiement d'armes qui pourrait ouvrir la porte à toute forme de manipulation de l'homme. Malheureusement, pour l'instant, aucune force n'est en mesure de contrer la montée en puissance de l'Amérique dans la réalisation de son plan de domination mondiale. L'autre menace. Le signal HARP a été étudié par un radioamateur californien de San José, Mr. Smith. Sa station de réception munie d'un analyseur de spectre est située à environ 5000 rails de l'émetteur de Gakona. En observation nocturne du signal, Mr. Smith a relevé que la porteuse du signal était de 3,39 MHz et d'une durée de 6,25 secondes, terminée régulièrement par une amplitude en fréquence de 0,9 à 10 MHz. Le signal d'émission est espacé ensuite par une pause de 15 à 30 secondes. Un dispositif spécial est nécessaire pour entendre le signal du HARP, dont le bruit est semblable à celui d'un chalumeau à souder. Très proche du bruit de souffle du récepteur, ce signal de très basse fréquence est très en dessous de ce que peut capter l'oreille humaine. Il doit être détecté, filtré, suramplifié et restitué au moyen d'un haut-parleur, type canon de basse, tel que ceux utilisés dans la chaîne de restitution sonore du cinéma THX. Le résultat fait penser au bruit de fond de l'océan, auquel viendrait s'ajouter une sensation de tremblement de terre. Les scientifiques officiels affirment que la capacité d'émission du réseau HARP dans la bande ELF est 11 millions de fois plus faible que le bruit de fond naturel atmosphérique. Alors je vais vous lire un petit article dans l'article. Catastrophe naturelle ou attaque militaire. Dans la nuit des 25 et 27 décembre 1999, deux tempêtes d'une violence exceptionnelle s'abattaient sur la France alors que le pays s'apprêtait à célébrer le passage à l'an 2000. Ces tempêtes représentaient un phénomène météo très inhabituel. Les modélisations 3D réalisées par Météo France montrent à quel point la configuration météorologique avait l'efficacité d'une machine de guerre. Rappelons que l'existence des armes climatiques a été implicitement reconnue dans un traité international de désarmement. Un traité international adopté en 1977 sous le nom de Convention NMOD interdit en effet expressément le développement d'armes de nature à influencer le climat. Le fait que ce type d'armes soit mentionné dans cet accord indique que leur existence n'est pas de la science-fiction. Ces tempêtes de décembre 1999 pourraient donc avoir été provoquées par une arme climatique utilisée afin de sanctionner l'attitude récalcitrante de la France sur la mondialisation, les OGM et le traité de l'AMI. Le principe central de l'AMI est de créer tout un ensemble de droits nouveaux pour les multinationales au détriment des États et des populations et sans aucune obligation en contrepartie. Cet accord économique international a été négocié dans le plus grand secret depuis 1995 sous l'égide de l'OCDE. Ces tempêtes, entre guillemets, ont été suivies par un virage à 180 degrés de la politique du gouvernement de Lionel Jospin au sujet de la mondialisation et des OGM. La vérité est peut-être que le pays ayant été mis à genoux par ces deux tempêtes, la France a été vaincue et n'a pas eu d'autre solution qu'une discrète capitulation, à l'insu de la population qu'il était préférable de ne pas informer. Le naufrage du pétrolier Erika le 12 décembre 1999, soit quelques jours à peine avant les tempêtes, naufrage dont les médias n'ont pas assez souligné les circonstances douteuses, n'était-il pas une signature des événements calamiteux qui allaient frapper la France quelques jours plus tard? Le nom du navire Erika fait penser à un code symbolique d'identification, I am Erika, qui se prononce America.
Pour l'anecdote, un cyclone tropical baptisé Erika dévasta la Nouvelle-Calédonie le 14 mars 2003, entraînant des frics considérables pour la France. Rappelons qu'un mois auparavant, Dominique de Villepin avait demandé que se tienne le 14 mars justement une séance du Conseil de sécurité à l'ONU destinée à évaluer la situation sur l'Irak. Inutile de dire que cette séance n'eut jamais lieu, la guerre en Irak étant devenue inévitable à cette date. De même, faut-il interpréter comme un avertissement le tremblement de terre survenu en France le 22 février 2003 et ressenti jusqu'en Allemagne, deux pays européens largement engagés contre la logique de guerre américaine. Et que dire du violent tremblement de terre survenu en Chine aussitôt après une visite de Colin Powell, venu chercher en vain le soutien du gouvernement chinois. L'histoire contemporaine regorge de ces coïncidences. Je reprends l'article. Ces brillantes sommités cartésiennes devraient s'interroger sur le but que poursuivent dans ce cas les opérateurs du programme HARP. Pourquoi investiraient-ils un budget de 200 millions de dollars? La magnétite que recèle le cerveau de l'être humain, de même que le fer contenu dans son organisme, vibre aux moindres modifications du champ magnétique terrestre ou électromagnétique généré par les lignes de transport électrique et les émissions radio de toutes sortes. L'être humain, même à l'état inconscient, est sensible au signal infime du HARP dont les émissions se succèdent régulièrement. Le radioamateur Smith prétend avoir capté un essai secret du HARP le samedi 17 février 2001. À 3 heures du matin, la fréquence normale de HARP était de 3,39 MHz. Vers 4 heures du matin, le contrôle à l'analyseur de spectre a révélé un changement de synchronisation d'impulsion et d'espacement d'interimpulsion. À 4h39, la puissance du signal s'est soudainement élevée. À 6h45, l'émission s'est interrompue pour reprendre vers 10h du matin à pleine puissance à 350 MW. À quoi jouent les militaires? Des chercheurs indépendants estiment que le signal HARP agit en deux temps. Une première salve de fréquence préchaufferait l'ionosphère lors de cette opération. Les ions des atomes azote et ozone seraient excités. Viendrait ensuite l'impulsion de fin comprise entre 0,9 et 10 Hz qui emballerait ces ions dans toutes les directions. Les scientifiques américains ont observé que lorsque le HARP a chauffé un site ionosphérique, le miroir de plasma obtenu se transforme non seulement en réflecteur, mais aussi en transducteur doubleur de fréquence. L'azote ionisé ainsi semble avoir la propriété de transformer une fréquence d'émission de 435 MHz en une fréquence secondaire de 1080 MHz. Un physicien nucléaire a observé que la fréquence de 1080 MHz est approximativement de 2,7 fois celle de 435 MHz. Or, 2,7 est la proportion de l'azote dans l'atmosphère. Le risque serait que des sujets biologiques exposés à des fréquences de 1080 ou 435 MHz souffriraient d'un empoisonnement à l'azote assorti d'une destruction chronique des gaines de myéline qui protègent les nerfs du cerveau. Une autre particularité de ces fréquences serait leur propriété d'agir sur la génétique de l'être humain, car la fréquence de 1100 MHz résonnerait avec l'ADN. Cette structure en forme de double spirale est la base moléculaire de toute vie biologique et contient de l'azote comme ingrédient primaire. La fréquence de 450 MHz serait également proche de celle de la conscience humaine et de notre réalité spatiale et temporelle. Ces mystérieuses émissions HARP auraient-elles vraiment ces inquiétantes propriétés? Si le programme HARP dont les objectifs ne sont pas clairement connus pouvait brouiller, modifier ou détruire l'ADN humain au moyen de fréquences appropriées, ou agir sur le niveau de conscience de l'humanité afin de retarder ou d'accélérer son évolution, ce serait la pire des menaces à l'encontre de la civilisation humaine. Les USA détiendraient alors l'arme suprême de domination mondiale. Les peuples de toute la planète seraient soumis au contrôle d'une élite possédant un savoir technologique fantastique. Le mind control, qui s'affirme insidieusement, ne semble guère être un thème qui relève de la science-fiction. La fiction d'aujourd'hui s'est souvent avérée être la réalité de demain. Michael Golan. HARP, arme de l'Apocalypse. Le mot HARP apparaît 53 fois dans 50 versets sur l'ensemble des Écritures. 46 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois dans le Nouveau, dont 5 pour l'Apocalypse uniquement. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Apocalypse 14, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Apocalypse 15, verset 2. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette prophétie biblique concernant les puissances de l'air et les puissances d'égarement semble curieusement désigner le projet HARP.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris des choses. Je vous dis à la prochaine fois.